Merci beaucoup de me laisser la possibilité de vous expliquer en quoi le manga peut être un objet de soin, notamment auprès des adolescents. En effet, en termes de littérature, on parle souvent des albums jeunesse et des romans. Mais depuis 20 ans, le manga a pris une place grandissante et croissante dans notre culture et on et je remercie mes collègues de me laisser la possibilité de vous expliquer comment vous pourriez vous en servir auprès de vos publics pour parler santé et soins. En préambule, je voudrais remercier Pika Édition pour le cadeau qu'ils vous ont fait. En effet, dans votre pochette, vous avez l'extrait du volume 1 d'un nouveau manga sur la santé qui vient de sortir, qui s'appelle Les Brigades immunitaires. Donc, comme son nom l'indique, ce manga parle de la manière dont le système immunitaire combat les infections. Donc, le mot manga, il est constitué de 2 kanji, dont chacun a un sens particulier. Dan signifie distraction, légèreté, pureté, et ga désigne la peinture, l'illustration ou le dessin. Donc la combinaison des 2 kanji pourrait se traduire par esquisse fantaisiste ou illustration distractive. Le mot a été inventé par Hokusai, très connu pour ses estampes japonaises, notamment la grande vague de Kanagawa, pour décrire les dessins humoristiques dans lesquels il se mettait en scène. Alors, je vais vous donner quelques repères du manga pour bien comprendre son évolution ces 50 dernières années. Osamu Tezuka, en 1947, invente le manga. Donc il est mondialement reconnu comme étant le père du manga. Après la guerre, comme dans chaque pays, on a eu besoin de distraction pour se reconstruire. Et donc Osamu Tezuka a inventé une nouvelle forme de lecture, pas chère, facile à lire, qui permettait aux Japonais de pouvoir s'évader un peu. En 1947, Tezuka, encore, publie Metropolis, librement inspiré de Fritz Lang. Donc, il y a 2 aspects à ce point de repère. D'abord, l'arrivée de références européennes dans les mangas japonais. Donc, un apport de la culture étrangère dans une culture nationale, et le fait que on voit le manga se déporter vers un autre médium qui est le cinéma. En 1968, Isao Takahata et Hayao Miyazaki débutent leur collaboration en réalisant des séries TV destinées à l'exportation. Donc là, le manga prend le pas sur un autre médium qui est la télé, et a une visée vraiment à être exporté vers l'étranger, notamment l'Europe et les États-Unis. En 1975, donc, on voit arriver en France Goldorak. Donc je pense très peu de gens parmi nous a raté la diffusion. En 1985, Takahata et Miyazaki fondent le studio Ghibli, dont beaucoup de films sortiront, notamment Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Princesse Mononoke. Et en 1989, avec la mort d'Osamu Tezuka, la mort d'Osamu Tezuka a tellement été importante, et le manga est une telle institution au Japon que il a été décrété un jour de deuil national pour la mort d'Osamu Tezuka. Donc, comme je vous l'ai dit à l'origine, le manga
désigne des images dérisoires, hein. C'est un ensemble d'estampes représentant sous forme comique des personnages connus. Osamu Tezuka a beaucoup utilisé ces images dérisoires pour se représenter lui-même avec un petit béret toujours devant sa planche à dessin. Alors, les codes graphiques du manga se rapportent à la BD feuilleton sur le principe du roman feuilleton européen. On voit la fin du statisme de l'illustration, puisque Osamu Tezuka utilise les procédés cinématographiques, hein, le zoom, les cadrages vertigineux, l'utilisation de la perspective et des lignes de vitesse, entre autres. Donc on assiste avec le manga à l'émancipation du monde de l'enfance tout en conservant sa puissance émotionnelle et poétique, en abordant des thèmes de la vie civile, hein, comme la guerre, l'homosexualité, le suicide et bien sûr, dans notre cas, ce qui nous intéresse, la santé. À chaque manga son public. Les Japonais sont très structurés sur ce thème. Chaque tranche de vie a ses propres mangas. Donc, les garçons, par exemple, de 10 à 15 ans ont ce qu'on appelle des shonen, comme GTO ou One Piece. Les filles de 10 à 18 ans sont plutôt dans la catégorie shoujo, comme Nana ou Fruit Basket, par exemple. Les plus jeunes, de 6 à 11 ans, font partie de la catégorie Kodomo, qui veut dire enfant en japonais, comme Astro Boy ou Pokémon, pour les plus récents. Mais les adultes ne sont pas en reste, hein. Comme je vous ai dit, ça touche l'intégralité de la population. Donc les seinen touchent les hommes adultes. Donc là, on va avoir plutôt des œuvres comme Akira ou Berserk. Plus récemment, on a vu apparaître des Young Seinen, donc c'est Seinen, pardon. Donc c'est des hommes jeunes adultes, donc après 18 ans, 18-25 à peu près. Donc là, on va avoir plutôt des histoires de découverte de sexualité ou de robotique, de perte d'humanité comme dans Gund. Et enfin, nous avons les femmes adultes qui ont aussi leur catégorie, qui s'appelle les josei, là qui sont plutôt tournées sur la vie des femmes en général, comme dans Paradise Kiss, ou le rôle de parentalité comme dans Drôle de père. Alors revenons à la question de départ, est-ce que le manga peut être un objet de soin ? Donc, il faut savoir que le champ de la médecine et de la chirurgie, de la psychiatrie, de la pédiatrie sont très très utilisés dans les mangas. Dans les mangas, on a aussi tous les champs qui se rapportent à la fin de vie, à la mort et au deuil. Et on a aussi le champ du handicap. Donc, d'abord, je vais vous parler de Black Jack, qui est en 12 volumes. C'est une série finie. Elle est d'Osamu Tezuka. Et donc Black Jack, lui, c'est un prodige de la médecine. Et donc on va suivre ses aventures hors cadre, puisqu'il pratique la médecine de manière illégale. Donc lui, la grande force de ce manga, c'est ce personnage qui va pousser à l'extrême la chirurgie et la morale des gens. Donc ça pousse le lecteur vraiment dans ces retranchements, les retranchements de l'éthique et de la médecine. Et donc ça pose plein de questions autour de qu'est-ce qu'être malade, qu'est-ce qu'un malade, qu'est-ce que la relation soignant-soigné, jusqu'où peut-on aller pour sauver une vie. Voilà, c'est des questions avec lesquelles on peut débattre grâce à ce manga.
Un autre manga où l'on suit un chirurgien, plutôt un neurochirurgien, s'appelle Monster. C'est un phénomène qu'il y a eu il y a quelques années là. Maintenant, en 18 volumes, c'est une série aussi qui est finie de Naoki Urasawa. Et donc là, on va suivre Kenzo Tenma, qui est neurochirurgien en Allemagne. Ce médecin, en fait, va choisir de sauver la vie d'un petit garçon plutôt que d'une personnalité politique, ce qui va lui coûter son poste, hein, bien sûr, puisque la personnalité politique va décéder. Et quelques années plus tard, Tenma va se rendre compte que le petit garçon qu'il a sauvé est un monstre et un tueur. Et donc ça apporte toute une réflexion sur le choix et les conséquences d'un choix et la manière dont Tenma va essayer en quelque sorte de réparer son erreur. Ou en tout cas de vivre avec. Les chirurgiens ne sont pas les seuls à être représentés, hein, les médecins non plus. Nous pouvons suivre aussi des jeunes internes dans Say Hello to Blackjack, 13 volumes, qui est une série aussi finie de Shuo Sato. Donc là, vous voyez le clin d'œil à Blackjack, hein, bien sûr. On suit Saito, qui est interne en médecine, et donc lui, il va passer par plusieurs services. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière dont ce jeune interne va s'adapter aux différents services qu'il va traverser. Et on va commencer le manga avec de la chirurgie, ensuite de la réanimation néonatale. Il va passer après en service de cancérologie et finir le manga sur la psychiatrie. Alors pour la petite anecdote, j'avais parlé de ce manga à une collègue qui faisait une formation en éthique. Et donc je lui avais parlé des planches qui concernaient la réanimation néonatologie. Et elle a décidé, en les ayant lus et en ayant mon regard sur le manga, bien sûr, de les intégrer à sa formation, pour parler justement des choix éthiques et moraux autour de sauver un jumeau ou deux, de les laisser mourir tous les deux, de voir quelles étaient les solutions de vie et de fin de vie autour de bébés. Un autre manga qui est bien connu maintenant des publics adolescents et qui montre bien la politique d'un hôpital s'appelle Team Medical Dragon de Taro Nogizaki et d'Akira Nagai. Alors lui aussi, c'est un manga c'est une série finie en 25 volumes. Donc on va y suivre Ryutaro Asada. Alors là, c'est aussi un chirurgien qui a travaillé pour une ONG. Donc il a l'habitude de travailler sans moyens ni médicaments. Et on va faire appel à lui pour une opération délicate. Et donc, il va choisir son équipe. Et bien sûr, comme c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la politique d'un hôpital, il va choisir des gens qui ne sont pas forcément appréciés des institutions et des administrateurs de l'hôpital. Et donc, on va assister via cette histoire à comment une équipe peut se constituer avec tous les obstacles administratifs, politiques liés à un hôpital. Enfin, je voudrais vous parler du premier manga connu, le premier manga médical connu, qui a été évidemment réalisé par Osamu Tezuka en 4 volumes. Vous pouvez le trouver, il a été réédité récemment en 4 volumes, qui s'appelle Kirito Sanka. Et alors, dans ce manga, on va suivre Osanai et Tatsugaora, qui sont 2 médecins qui vont être confrontés à une maladie létale inconnue. Et donc, pour représenter la maladie létale, en fait, les personnes vont contracter cette maladie et se transformer peu à peu en animal sauvage avant de mourir. Donc, on va suivre ces 2 médecins qui vont essayer d'endiguer l'épidémie et de sauver l'humanité. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de mangas qui existent dans le domaine.
Pour étayer cette acculturation au milieu médical qui est permise dans les mangas, j'ai repris une étude qui a été faite par Kishi et al., publiée en 2011 dans EOS Communication. Donc, il partait de l'hypothèse que les mangas dits médicaux, donc qui parlaient du milieu médical, pouvaient jouer un rôle important dans la représentation que se faisait le public des différents aspects de la médecine. Via Google, en fait, ils ont identifié des mangas médicaux. Donc pour eux, un manga médical était défini comme un manga dont le personnage principal est un professionnel médical, comme un médecin, une infirmière, un pharmacien, etc. Et que l'action devait se produire dans un lieu médical, un hôpital, une clinique, une maison de retraite. Alors, ils ont fait cette enquête en décembre 2008 et ils ont trouvé 173 mangas médicaux qui correspondaient aux critères d'inclusion. Ils ont remarqué que dans ces mangas, on pouvait voir 134 médecins, 19 infirmières, 13 dentistes, 3 étudiants en médecine, 1 étudiant infirmier, 13 autres professions médicales. Le médecin tient le rôle principal dans 134 mangas sur 173, et sa spécialité est précisée dans 127 d'entre eux. Donc on a beaucoup, la majorité était en médecine interne et en chirurgie, et on avait 7 internes. Donc grâce à cette étude, on a pu voir que les lecteurs de manga, comme les lecteurs de manga s'étendent sur tous les groupes d'âge au Japon, les mangas médicaux pouvaient être un outil puissant pour accroître la représentation que se fait le public des différents aspects de la médecine. On peut aussi parler avec les mangas de l'intégrité du corps, En fait, on voit beaucoup de personnes mutilées, de personnes métamorphosées dans les mangas. Il y a beaucoup de transformations physiques, donc l'intégrité du corps est assez mise à mal dans les mangas. Beaucoup ont été lacérés par la lame des samouraïs, déchiquetés par des bombes, améliorés ou recomposés par des savants. Et donc, la conséquence pour le lecteur, c'est que le commerce des prothèses et le remplacement d'organes est monnaie courante. Les humains côtoient les cyborgs, les robots, les androïdes. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? On est confronté à un monde, grâce au manga et à cette acculturation au manga, on est confronté à un monde où les frontières du corps sont de plus en plus incertaines. Donc le héros peut partir à la recherche de son âme, de son nom, de sa mémoire cachée, au-delà des limites du corps. Comme c'est le cas, par exemple, dans Fullmetal Alchemist, où les deux frères Édouard et Alphonse vont devoir, après avoir fait de l'alchimie quand ils étaient jeunes, Alphonse, comme on l'appelle, a perdu son corps et son frère Édouard a mis son âme dans une armure qui était présente sur les lieux. Donc le but du manga, l'un des buts en tout cas du manga, c'est de faire en sorte que Al puisse retrouver son corps. Un autre manga aussi avec lequel vous pouvez parler avec vos patients est One Piece. Alors l'histoire de One Piece, c'est pas forcément sur la santé, c'est d'ailleurs un manga qui parle de piraterie, donc rien à voir, mais par petites touches, vous avez l'intégrité du corps qui est assez mise à mal, puisque les personnages principaux ont mangé un fruit du démon qui permet au corps d'avoir soit une certaine souplesse, soit en tout cas une mutation grâce à ce fruit du démon. Et vous avez notamment un personnage qui s'appelle Franky, qui va devenir après au fur et à mesure du manga Cyborg Franky. Et donc lui, c'est l'ingénieur de l'équipage de Luffy, le héros de One Piece. Donc
La conséquence pour le lecteur aussi, c'est que dans le cas des dons d'organes ou des prothèses, ce qui peut arriver, hein, que quelqu'un perde un bras ou soit obligé d'être amputé à cause d'une maladie, eh bien, en lisant ces mangas avec les patients, le lecteur peut s'identifier au héros qui a des bras mécaniques ou électroniques ou cybernétiques, pardon. Et donc, il va s'identifier au héros et apprendre à vivre avec sa différence. Le handicap, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est pas en reste. Hein. Il y a de très bons mangas sur le handicap qui permet d'avoir un regard différent sur le handicap. Comme la série Reel d'Inoue Takehiko. Takehiko, il est très connu pour ses mangas sur le basket. Hein. Donc, Reel, c'est du basket en fauteuil roulant. Et vous avez aussi Slam Dunk, qui est du basket de personnes valides. En fait. Donc, Reel décrit les attitudes culturelles autour du handicap au Japon. Donc vous allez suivre des personnages dont le handicap a différentes origines. Hein. Certains ont eu des accidents de voiture ou des accidents de parapente, il me semble. D'autres ont eu des cancers. Et on va voir ces personnages évoluer et se confronter à leur handicap. On va assister à travers ces personnages au développement de nouvelles relations avec le corps, ce corps meurtri, ce corps paralysé. La force du manga, c'est aussi qu'il y a toute une partie en rêve et en flashback pour illustrer l'avant-l'après, donc la maladie et l'accident, et donc pour bien comprendre ce qui s'est passé et donc comprendre aussi les sentiments, puisque venant d'une maladie, c'est peut-être, enfin, les sentiments sont différents quand c'est un accident que quand c'est une maladie à laquelle on pouvait peut-être s'attendre. Ce sont des jeunes hommes qui sont au lycée. Et donc, qui dit lycée dit les premiers émois amoureux. Et ce qui est intéressant dans ce manga, c'est qu'on parle aussi il y a une vraie réflexion sur la masculinité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tabou au Japon. Le sexe est tabou au Japon, déjà, puisque dans les mangas, en fait, pour montrer l'excitation, les personnages, en fait, saignent du nez. Voilà. Donc rien à voir avec l'excitation sexuelle, hein, bien sûr. Et donc ce manga apporte une vraie réflexion sur ce que c'est que d'être un jeune homme avec tous les émois sexuels qui prennent part à la vie des jeunes hommes en fauteuil roulant, en fait. Et l'avantage de ce manga, c'est aussi de rendre le handicap visible dans une société où le handicap évolue invisible. Donc ce qui est intéressant pour notre société, puisque la société japonaise, la culture japonaise est très différente de la culture française, mais certains passages montrent bien quand même le paradoxe. Je me souviens notamment d'une scène où l'un des personnages essaye de rentrer dans le métro et avec des escaliers. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le métro parisien, par exemple. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le petit cadeau de Pika Édition, les brigades immunitaires. Donc, on peut aussi, grâce au manga, c'est un manga qui est en cours, hein, donc, pour l'instant, il y a 5 volumes de parus, on peut essayer de faire comprendre aux adolescents le système immunitaire. Donc, les cellules immunitaires sont personnifiées, les maladies aussi. Alors, généralement, les cellules immunitaires sont humanisées, les maladies sont plus des espèces de créatures informes, plutôt des créatures un peu à la alien. Voilà. Donc,
ça nous permet, le fait de personnifier les cellules, ça nous permet de mieux suivre l'histoire du système immunitaire. L'avantage de ce manga, c'est que donc on suit des personnages humanoïdes, donc des cellules personnifiées, mais à chaque cellule, on va avoir une petite explication de ce qu'est la cellule. Par exemple, les leucocytes, on a la définition des leucocytes dans un petit encadré. Pour bien comprendre ce que chaque cellule fait comme action. Donc, grâce à ce manga, on a la possibilité d'expliquer à l'adolescent comment son corps se bat contre la maladie, hein, puisqu'on est toujours avec nos patients. Toutes les questions qu'ils vont nous poser sur mais comment mon système immunitaire, mais comment je fais pour combattre cette maladie, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis faible, etc. Ce manga, de manière très ludique, hein, vraiment il est très très bien fait, peut vous permettre de discuter de ce qui se passe dans le corps de l'enfant et de l'adolescent. Alors j'ai été voir un peu dans la littérature ce qui a déjà été fait, parce que pour l'instant je vous parle en théorie des mangas que je connais et qui pourraient être utiles en soins. Maintenant il y en a d'autres comme Gozlan qui ont essayé le manga en psychothérapie. Donc il s'est avéré que le manga devient un objet de relation, de partage entre le patient et le clinicien. Et ça permet de faciliter la relation clinique tout en posant une juste distance. Le manga offre la possibilité d'externaliser la problématique de l'adolescent. Donc le manga là fait fonction de figuration d'un aidant à la mise en récit. Et donc il permet aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une identification au héros, et donc on assiste là, dans la psychothérapie, à une fonction triangulaire médiane, adolescent, manga et thérapeute. Les Japonais ont aussi utilisé des mangas comme vecteur d'éducation à la santé. Donc ils ont utilisé des mangas pour voir comment on pouvait, dans la prévention du risque d'accident vasculaire cérébral auprès d'élèves primaires et en secondaire au Japon. Et en fait, ils se sont aperçus, en fait, ils ont fait une séance avec des mangas, donc ils ont montré un manga qui parlait d'AVC et de tout ce qu'il fallait faire pour tous les signes qui permettait de reconnaître un AVC et ce qu'il fallait faire pour sauver la personne qui faisait un AVC en fait. Et donc il s'est avéré que les élèves, après avoir lu le manga, ont mieux repéré. Un mois après, ils sont venus voir ce qu'ils avaient retenu un mois ou 2 mois après, il me semble. Ouais, c'est ça, 1 mois ou 2 mois après. Et donc les élèves, en fait, repéraient mieux les signes et les risques d'AVC après l'intervention